Inlassablement, Piet Mondrian s'efforce de ramener ses thèmes de prédilection à quelques lignes essentielles, verticales et horizontales, qui sont pour lui l'indépassable avatar de la forme. La façade d'un immeuble parisien, avec ses traces de vie antérieure, lui donne l'occasion d'une composition virtuose, à la fois totalement abstraite et parfaitement identifiable. Pourtant Mondrian s'agace des subtilités de sa palette, qu'il juge encore influencée par l'impressionnisme, au point de s'en tenir quelque temps à des tons presque monochromes. Voyant la mer, le ciel et les étoiles, écrira-t-il, je les représentais par une multitude de croix. J'étais impressionné par la grandeur de la nature et j'essayais dans le même temps d'exprimer l'expansion, le repos et l'unité. Puis il abandonne la sensiblerie selon lui de sa touche trop fiévreuse pour peindre par aplats de couleurs pures sur des fonds clairs et unis. Dès la fin de la Grande Guerre, toute courbe est radicalement bannie et Mondrian épure encore sa palette. On sent qu'il rêve du carré parfait, le suprématisme cher à Malevich n'est pas loin. S'agit-il d'une démarche artistique radicale ou bien d'une quête spirituelle? Un peu des deux sans doute. En tout cas, Mondrian poursuit sa recherche méthodiquement, tentant d'harmoniser selon ses propres termes l'extrême un et l'extrême autre. Quelques lignes, quelques tons à peine lui suffisent pour exprimer l'universel, puisque pour Mondrian, tout est dans l'équilibre. Autour d'un carré ou d'un rectangle gravitent d'autres formes plus petites, délimitées par de franches bandes noires, parfois brisées, en une composition toujours asymétrique. Pendant près de 5 ans, Mondrian décline jusqu'à l'obsession, en l'approfondissant, ce thème unique qui aurait lassé plus d'un peintre. Puis une évolution se fait jour, il abandonne cette figure centrale pour faire s'entrecroiser une horizontale et une verticale, poussant le carré vers la marge et offrant ainsi une sorte d'évasion hors cadre. Je sais que cette évolution, du fait de sa subtilité, n'est pas facile à saisir, mais regardez la fameuse composition d'eux en rouge, bleu et jaune. Un grand carré d'un rouge éclatant occupe presque tout l'espace du tableau, semblant s'étendre progressivement en poussant à la bordure 2 rectangles jaunes et bleus que l'on sent condamnés à l'exil. N'étant plus délimité et fermé par les bandes noires, le blanc y a la même puissance que chez Malevich, et je ne peux contempler cette toile sans penser aux mots du grand suprématiste russe. J'ai débouché dans le blanc, camarades aviateurs, voguez à ma suite dans l'espace sans fin. D'ailleurs, tout de suite après, Mondrian peint cette composition en losange avec 2 lignes, où son art vire à la cesse d'un espace défini par 2 bandes que l'esprit peut prolonger jusqu'à l'infini. Je vous l'ai dit, Piet Mondrian était un formidable dessinateur, et c'est bien au dessin qu'il retourne, avec ses bandes noires qui se multiplient et s'épaississent, n'étant plus égayées que par quelques rectangles colorés, se faisant de plus en plus discret. Mondrian l'appellera sa série tragique, mais son art n'a sans doute jamais été aussi maîtrisé, aussi évocateur. Le peintre s'est installé à New York, et comment ne pas penser à la Big Apple, devant ces réseaux de grilles qui semblent partir à l'assaut du ciel. En même temps que son inspiration, c'est toute la frénésie de la grande cité américaine qui semble s'être concentrée dans Broadway Boogie Woogie. Je vous l'ai dit, la volonté de Piet Mondrian était de créer un art nouveau, et c'est assez injustement qu'une partie de la critique et du public a vu en lui un destructeur de la peinture traditionnelle. Le calvinisme et la théosophie dont il était fortement imprégné expliquent en grande partie sa recherche permanente d'un dépouillement et d'un dépassement des apparences, et l'on peut mettre en relation sa conception de l'espace et une vision humaniste et cosmique de l'univers qui m'évoque irrésistiblement Marc Roscoe, un autre artiste, pas si abstrait qu'il n'y paraît.